Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 9, Guillaume à Clermont-le-Fort. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume pour le 9e épisode de ma tournée de France de podcast avec les gens qui réalisent leurs rêves. On est bien installé dans le camping-car de Guillaume, au sud de Toulouse. On entend les cigales au loin, il y a une petite brise rafraîchissante et c'est sympa. Exactement. Merci de m'accueillir, Guillaume. Eh bien, merci à toi, Julie. Franchement, ça me fait super plaisir d'être là. Ouais. Enfin, d'être surtout avec toi, parce qu'on est là, on est chez moi, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Et alors, pour l'anecdote, donc, on est rentré en contact grâce à LinkedIn. Yes. Et donc, je crois que c'était suite au challenge d'Ulysse Lubin aussi. C'est ça. Parce que j'ai beaucoup parlé d'Ulysse Lubin sur votre podcast avec Jules, avec Gaël Wagner. Et je sais peut-être, en fait, pour moi, comment ça s'est passé notre rencontre, c'est que tu m'as ajouté sur LinkedIn après le concours de Kylian, juste avant le concours des explorateurs. Ah ouais? Et que j'avais, je sais plus, qu'il y avait eu un truc et que, en fait, c'était entre les deux. Tu m'avais ajouté. Et moi, en fait, j'ai vu ton profil, podcast, réalisation de rêve, et je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai vu un peu comme un message que quelqu'un m'envoyait, et là, je t'ai envoyé un message en disant, je sais pas ce que tu fais, mais ça a l'air super intéressant, faudrait qu'on connecte. Et c'est comme ça que, faudrait qu'on relise nos messages, mais il me semble que c'était ça. Donc, ce n'est pas grâce à Ulysse. Mais non, pour moi, c'était avant, c'était entre les deux, et que justement, on s'est dit tous les deux, je sais plus si c'est toi qui m'en as parlé ou moi qui t'en ai parlé, du challenge explorateur. Ouais, je me demande si on n'était pas déjà tous les deux engagés. Peut-être qu'on était déjà engagés, je sais plus, mais il me semble qu'il y avait eu un lien comme ça. Ouais, et donc on avait fait une visio d'1h30, on s'était raconté nos vies. Et ouais, et depuis, on se suit. Donc, est-ce que tu peux te présenter et présenter le rêve que tu as, que tu es en train de réaliser, plein de choses? Alors, la question de qui je suis et quel rêve j'ai envie de réaliser est compliquée. Mince. Mais alors je dirais, donc moi je m'appelle Guillaume, je suis un voyageur, entrepreneur, amoureux de la rencontre, et j'essaye de mettre en place un peu tout ça dans ma vie, au travers de plein de projets et de passions. Donc toujours autour de 3 thématiques, du voyage, de l'entrepreneuriat et de la rencontre. Et donc ma vie tourne pas mal autour de ça, et qui rejoint très rapidement la notion de réalisation de rêve, parce que c'est un peu ça la mission que j'essaye de faire, c'est, je dirais pas réaliser un rêve, mais réaliser plusieurs rêves, plusieurs envies, un doux mélange entre passion et rêve, donc j'arrive pas encore vraiment à définir. Et donc pour l'instant le rêve du moment, c'est de réussir à trouver une activité qui me permet de continuer à voyager et de gagner suffisamment d'argent pour être autonome et de pouvoir pas forcément bouger tout le temps, mais si je veux bouger n'importe quand, que je puisse le faire, quoi. Mmh. Et donc voilà, c'est un peu, on y reviendra, mais tous mes projets sont autour de ça, de comment avoir une activité qui me permet justement d'être nomade, et de si demain j'ai envie de partir quelque part, je peux. Et donc j'en suis pas si loin. Mmh. Et alors, d'où te vient cette idée de bouger, d'aller à la rencontre des gens? Est-ce que tu as toujours été comme ça, ou quelque chose qui t'a poussé à le devenir? Moi, ce qui me plaît à fond dans l'entrepreneuriat et dans tous ces différentes thématiques là, c'est que je me rends compte de plein de choses, de justement un peu d'où ça vient tout ça. Moi, j'ai toujours aimé la rencontre, j'ai toujours aimé les gens, et j'ai commencé à 16 ans, j'ai organisé un festival où on était 150 dans mon jardin avec des gens que je connaissais. Enfin bon, j'ai toujours été vachement là-dedans, et mes potes pourront le dire. Mais il y a aussi un truc qui est très vrai de moi, c'est que j'ai vraiment jamais su ce que je voulais faire. Et donc
c'est bien sympa. J'ai toujours su que j'aimais voir des copains, mais ça n'a jamais été marqué dans les livres de qu'est-ce qu'on peut faire plus tard de métier, de voir ses copains, c'est un métier, non. Donc voilà, moi j'ai jamais trop su ce que je voulais faire, mais ouais, toujours été dans la rencontre et plus je grandissais dans la créativité, j'ai été photographe, j'ai fait des festivals, j'ai fait beaucoup d'associatifs dans la musique, dans le sport, dans des choses comme ça. Donc ouais, toujours dans le lien, la curiosité et le voyage. J'ai été pas mal baigné dedans parce que mes parents étaient expats, ils ont beaucoup voyagé, ils se sont rencontrés en Égypte. Enfin bon, voilà, j'étais pas mal baigné dans la curiosité, le voyage. Effectivement, t'es né là-dedans alors. Ouais, je suis né là-dedans. Et mais pas exactement dans le. Moi, je rêve pas d'être expatrié comme mes parents, mais ouais, ils ont vraiment cette ouverture qui m'a beaucoup guidé, ouais. Et alors, si on peut revenir un peu sur ton parcours. Ouais. Donc, après les 16 ans où tu as fait ton festival avec 150 personnes dans le jardin, heureusement qu'il est grand, qu'est-ce que tu as fait comme études, vers quoi tu t'es tourné? Eh ben ouais, du coup, moi, j'ai fait donc lycée, terminale. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Je sais pas. Donc terminale S, on fait un bac scientifique, comme ça t'ouvre toutes les portes du monde. J'ai eu 7 au bac S avec 3 en maths. Enfin, je me suis complètement ramassé. Rattrapage et là, gros moment de solitude. Mais qu'est-ce que j'ai bien envie de faire? En fait, je comprenais rien à l'école. Je comprenais rien en bac S parce que je savais pas pourquoi je le faisais et je me reconnaissais vraiment pas dans ces études. Et puis j'ai eu l'opportunité de me réorienter en commerce. Donc c'était le bac STMG. Et je suis parti là-dedans où à la base j'avais un peu des a priori. Et pour la première fois, j'aimais ce que je faisais. Mais en fait, c'était plus profond que ça. C'est que je comprenais un intérêt de ce que j'apprenais à l'école. C'était pas juste des chiffres et des lettres dans un cahier, des choses à savoir par cœur. Et donc là, j'ai découvert le commerce. Et là, j'ai vu un truc qui était vraiment intéressant. C'est que le commerce, moi, ce qui me plaît dans le commerce, c'est que c'est de la relation avec l'autre. C'est ça qui me plaît dans le business, dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas de vendre des choses, c'est justement de trouver des solutions pour les gens, de réussir à mettre les gens en commun, de mettre les gens ensemble. Et donc ça, j'ai commencé en bac STMG. Après, j'ai fait un IUT à Toulouse qui s'est super bien passé. Pareil, je suis vraiment passé de dernier de sa classe à premier de sa classe, quoi. Et j'ai eu une espèce de switch en un an qui était assez ouf. Et à la fin de mon IUT à Toulouse, j'avais vraiment cette envie de partir, de voir un peu de nouveaux horizons parce que Toulouse, c'était ma famille, c'était mes copains. J'avais un peu ce truc justement de mes parents. Mes parents, ils sont pas toulousains, donc eux, ils étaient partis, ça me donnait un peu envie. Et donc je me suis dit OK, c'est l'opportunité. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour continuer? Et là, j'ai fait une école de commerce à La Rochelle. Donc, super ville déjà, La Rochelle. Je conseille aux gens. Et en fait, sur cette école, moi, je l'ai pris parce que il y avait une ouverture à l'international. Et en 3 ans d'école, j'ai réussi à faire 20 mois à l'étranger. Donc, ça m'a vraiment permis de toucher énormément de choses. Et donc, voilà, j'ai fait ces 3 ans d'école avec plein d'expériences à droite à gauche. On pourrait y revenir après. Et après avoir fini cette école, j'ai dit une phrase à mon père qui m'a répété, qui représente assez bien ma personnalité. C'est que quand j'ai eu mon diplôme de grande école de commerce, je suis allé voir mon père et je lui ai dit, ça y est, je suis en grande vacances. C'est pas mal. Donc, en fait, tu t'es retenu pendant toutes tes études et après, c'est bon, c'est parti. Et en fait, pour moi, c'était ça que j'avais dans la tête. C'était, bon, ok, les études, je les fais, mais je savais pas exactement pourquoi parce que j'avais pas du tout envie de faire une carrière dans un truc. Enfin, il n'y a pas de domaine dans lequel je me suis dit, ok, j'ai pas de métier passion. J'ai pas envie d'un truc où où je me vois grandir pendant 20 ans et faire ça, quoi. J'ai toujours été un peu dans différents sujets. Et donc, à la fin de mes études, ce que je voulais, c'était être libre. C'était ne pas avoir cette école de toujours, à la fin des 3 mois, t'as un dossier à rendre, t'as des trucs à faire. J'avais juste envie d'être libre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un camping-car. Le camping-car où nous sommes actuellement. Et donc, avec ma copine, on est parti se faire un gros road trip avec le camping-car où on a fait, on est parti de Toulouse pour aller en Suisse. Le projet était simple, aller travailler en Suisse, comme beaucoup le font.
Et on a mis 7 mois pour faire Toulouse-Suisse, ce qui fait beaucoup. Je sais pas en combien de temps tu l'as fait, mais un peu moins de... En stop, je suis capable de le faire en une journée maintenant. Voilà, tu vois. T'as vu comment ça se débloque vite? Ouais. Et nous, on a mis 7 mois parce qu'en fait, justement, c'était un tour de France de la rencontre où on est allé rencontrer des potes qu'on avait un peu partout en France parce qu'on avait pas mal voyagé tous les deux les 3 dernières années. Donc, on a profité pour aller rencontrer pas mal de gens. Puis, on a rencontré aussi des communautés. Et puis, on a aussi profité pour visiter la France. Et ça, c'est vraiment hyper agréable, surtout moi de mon vécu, de mes expériences. La France, quand tu as déjà voyagé autre part, t'en profites encore plus parce que tu peux communiquer avec les gens, tu peux discuter avec les gens. C'était hyper intéressant d'avoir fait dans ce sens-là, de d'abord avoir voyagé à l'étranger, puis ensuite de revenir en France. Alors, justement, il y a quelque chose qu'on a raté là. Quand tu dis voyager à l'étranger, c'était les 20 mois durant ton école de commerce ou c'était après? Ouais. Non, c'était pendant les 20 mois D'accord. d'école de commerce. Ouais. Ok. Tu veux que je revienne un peu sur les expériences que j'ai pu faire Non. En fait, je voulais revenir sur un truc que je trouve intéressant dans ce que tu soulignais sur le fait de comprendre ce qu'on apprend par rapport à la filière S où ça te parlait pas du tout, et puis quand t'es passé en STMG, d'un seul coup, ça devenait palpable pour toi. Ça faisait sens, et je trouve ça intéressant de dire que finalement, il n'y a pas une façon d'apprendre qui est la voie royale et si t'arrives à faire ça, t'es le champion et t'es meilleur que les autres. Ouais. C'est quand tu trouves ce qui te va, tout devient plus facile. Ah, mais clairement, mais à 100%. Et d'ailleurs, quand tu dis, pour moi, le commerce, c'est pas vendre des choses aux gens, c'est trouver des solutions pour eux. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas cette fibre commerciale. Et quand tu dis ça, je dis, j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Pour moi, c'est quand même, tu vois, il y a ce côté, on n'est pas à l'aise parce qu'on a l'impression pas d'arnaquer les gens, mais d'avoir une relation qui est pas, qui est intéressée, en fait. Ouais, mais parce que, tu vends pas quelque chose en fait, t'as ce mot vendre qui dérange. Mais en fait, si c'est quelque chose que t'aimes et qui t'anime, c'est pas vendre, c'est conseiller, tu vois. Et moi, je suis pas vendeur, donc je suis pas commercial. Mais par contre, les choses que je crée, les choses que je fais, j'adore les conseiller parce que pour moi, moi, je l'utilise pour moi et c'est la meilleure solution pour moi. Et quand je vois un copain, j'ai envie de lui dire, attends, faut que t'essayes ce que je viens de faire, tu vas voir, c'est trop bien. Et donc, dans cette logique-là, la vente, tu arrives à la transformer et l'avoir d'un meilleur regard. Et puis quand toi tu la vois comme ça, après, pour moi c'est hyper vertueux quoi. Si tout le monde arrive à transformer ça, et puis ça marche vraiment comme ça. Hein, en vrai. Et puis pour revenir sur ce que tu disais entre apprendre des choses qu'on comprend pas et des choses qui nous correspondent profondément. Moi je l'ai vachement vécu. Même quand j'étais en école de commerce, il y a plein de sujets qui m'intéressaient pas trop. Et puis après, j'ai lancé mon projet. Quand il fallait que je fasse de la communication, et là, j'ai tout appris sur le tas, à bidouiller à droite à gauche, à me coucher à 3h du mat à faire mon truc. Alors que pour faire mon devoir maison, fallait m'y pousser pour que je le fasse, quoi. Donc, vraiment, ouais, moi, je suis à fond sur l'expérience. C'est bien d'avoir du théorique pour avoir un peu des bases. Mais si on veut vraiment apprendre des choses, pour moi, c'est par l'expérience, quoi. Et donc, en parlant d'expérience, si on peut revenir sur tes voyages. Donc là, je refais. Tu passes ton bac SMG, tu fais ton IUT. Ouais. Ensuite, tu rentres en école de commerce. Ouais. Pendant laquelle tu fais 20 mois à l'étranger. Ouais. Et une fois que tu sors de l'école de commerce, tu avais déjà ton camping-car? Non. Et en fait, je l'ai acheté juste après mon diplôme. D'accord. Parce que, en fait, j'étais à l'étranger avec ma compagne qui m'avait accompagné. Et on s'était dit, OK, quand on rentre en France, pour pas avoir le syndrome du voyageur, on s'achète un camping-car. Et du coup, on s'est acheté le camping-car. Encore une sacrée histoire. Parce qu'on l'a acheté l'été, c'était en 2021. Donc, c'était encore un peu au milieu du Covid et tout. Enfin, tout le monde nous dit, oui, vous avez une super occasion parce que c'était avant le Covid. Non, on l'a acheté au pire moment où tout le monde voulait des camping-cars. Et on a eu une super occasion et ça s'est super bien passé. Et donc, on l'a acheté, donc 2021, ça fera 3 ans, ouais. Et donc, on vit dedans. On bosse dedans et on aime bien notre vie dedans, quoi. On a un petit espace, on est autonome, on a des panneaux solaires, on a une petite cuve. Enfin voilà, c'est très accessible, quoi. C'est très accessible. Il y a un peu une mode où on a l'impression que c'est soit très compliqué, soit très cher, soit. Pour moi, ça a été assez facile, quoi.
Et j'ai mon appartement que je peux mettre n'importe où, que ce soit dans le jardin de chez mes parents ou au fin fond d'une forêt ou n'importe où, quoi. C'est vraiment chouette, ce mode de vie. En effet, pour avoir testé en beaucoup plus petit et beaucoup moins longtemps. Et donc, il n'y a pas vraiment eu de déclic. Normalement, c'est ce que je demande, mais toi, ça s'est fait... C'est un cheminement intellectuel qui s'est fait au fur et à mesure de tes études, où c'est devenu une évidence, j'ai l'impression, non ? Après, il y a eu un gros avant-après quand même dans ma vie. Justement, quand j'étais dans mes 20 mois à l'étranger, je suis parti 1 an en Inde. Donc là, j'ai vécu là-bas pendant 1 an, j'ai fait une année de master. Et le Guillaume d'avant et le Guillaume d'après l'Inde, il y a eu un petit changement sur pas mal de choses. Moi, j'étais... un truc qui a pas mal changé. Avant l'Inde, je picolais beaucoup, je faisais beaucoup la fête et je prenais pas vraiment soin de moi et je m'écoutais pas trop. Et ce voyage, ça a permis vraiment de faire le switch. Et j'ai arrêté l'alcool et j'ai commencé à vraiment me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vaux. Et enfin, ça a été ça a été le switch, quoi. Ce voyage-là, j'en parle énormément. Mm-hmm. Je suis assez fier de moi d'en parler que maintenant. Et tu identifies pourquoi ça a eu cet effet sur toi ? Parce que en fait, je suis parti tout seul. Et c'est ça qui a été hyper fort. Et je me suis permis de partir tout seul. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours fait des choses avec plein de gens. Et je me permettais pas vraiment de faire des trucs tout seul. Et c'est ça que m'a apporté les études. Pour moi, c'est le fait de me faire confiance, de m'autoriser à être seul c'est ça qui a été le moteur pour moi. Mmh. Et après, toutes les rencontres que ça a engendré, tout ça, quoi. Mais le moment où j'ai signé le petit papier pour partir tout seul en Inde, c'est ça qui a... c'est intéressant. Ça veut dire que tu avais besoin d'être face à toi-même à un moment, quoi, pour comprendre comment tu fonctionnais. Clairement. Mmh. Et maintenant, j'en ressens le besoin beaucoup plus régulièrement. Ouais. Où, maintenant, j'essaie tous les ans de me dire au moins un mois. En fait, je le fais même plus que tous les ans, où je me fais un moment que moi, tout seul, où ça me recharge vraiment. J'ai des moments avec les gens pour me recharger, mais beaucoup de moments aussi en solo pour me recharger. Ouais. C'est indispensable à mes yeux. Et alors, donc ton rêve là, si je reformule, tu me dis si je me trompe, c'est de trouver un moyen de gagner ta vie en faisant ce que t'aimes, c'est-à-dire en étant nomade et en allant à la rencontre des gens. Ouais. Et donc, est-ce qu'il est défini ce projet ou est-ce qu'il est encore en cours de définition ? Eh bien, une forme ? En gros, là, moi, ça fait 1 an et demi que j'ai un peu arrêté de voyager pour justement me concentrer là-dessus, structurer. Parce qu'en fait, j'ai un gros projet. J'ai un gros projet qui s'appelle Goulou. Je développe une application. Enfin, on pourra en reparler plus tard. Et ce truc-là, je le faisais en même temps que voyager. Mmh. C'était sympa, c'était chouette. Mais se lancer dans un projet entrepreneurial quand tu connais pas grand-chose, c'est compliqué. Et donc, j'ai pris la décision de me dire, OK, je rentre à Toulouse et j'essaie de structurer ce projet, de me faire accompagner pour essayer de justement structurer un peu ce rêve-là. Mmh. Et donc ça, j'ai bossé là-dessus pendant 1 an et demi. Et puis après, là, depuis 1 an, je me suis dit, OK, mon application, je vois comment j'ai envie de faire. Maintenant, comment je fais pour gagner de l'argent? Donc, ça fait 1 an que je fais pas mal de petits projets pour justement développer mes compétences qui me permettent d'avoir de l'argent et d'être nomade. Mm. Et donc là, je pars au mois de septembre pour tester si tout ce que j'ai mis en place fonctionne. Et donc je pars là à La Réunion au mois de septembre. Je sais pas quand est-ce que cet épisode sera diffusé. Après, voilà. Tu seras déjà là-bas. Donc je serai déjà là-bas. Ouais. Et donc là, l'objectif, c'est justement, pareil, tu vois, de sectionner. Ok, là, j'ai mis en place, j'ai structuré. Et donc là, on va vraiment mettre dans l'action, voir si tout ce que j'ai mis en place, ça fonctionne. Et donc je pars à La Réunion pour tester mes différentes activités en nomade. Mmh. Pour la réalisation de ce projet, est-ce que tu t'es mis des échéances, des critères de réussite ou... Eh ben, déjà, ce que je m'étais donné pour l'année 2024, parce que je tiens un petit journal où je fais un peu tous mes objectifs journaliers, semaines, mensuels, années. Un bullet journal ? Un bullet journal, comme on dit.
Et mes objectifs de 2024, c'était de gagner. J'avais trois objectifs. C'était gagner plus de 500 euros par mois, ce qui paraît pas énorme, mais pour moi, c'est déjà, d'être autonome avec plus de 500 euros, ça marche. C'était de partir en voyage avec ma mère et de sortir mon application Goulou. Et au mois de juin, j'avais accompli ces 3 objectifs. Yes, t'es en avance. Donc, je suis en avance. Et donc là, au mois de juin, j'ai réussi à faire 2000 euros juste en freelance, donc, incroyable. Truc de fou. Là, les objectifs, pour mon voyage à La Réunion, on va dire qu'il y en a 3. Donc, il y a se tester, sur les activités. Donc, en gros, pour les activités, il y a, on vend des crêpes. On a ouvert une crêperie. On va aller vendre des crêpes sur La Réunion, voir si ça marche. Moi, je suis un peu consultant, freelance, tester un peu cette activité si je peux le faire. Et puis, un peu d'autres activités. Mais l'objectif, c'est d'arriver à avoir 1000 euros par mois. Au bout de, je me donne, on va rester. En fait, on va le faire en plusieurs tranches. On va faire une première tranche de 3 mois à La Réunion. Et donc, l'objectif, c'est qu'à mi-séjour, j'arrive à avoir 1000 euros. On va essayer. On va voir. En vendant des crêpes. En vendant des crêpes. Et en étant consultant. Et en étant consultant et en faisant un peu des événements sur place. Voilà. Ça, c'est le premier objectif de La Réunion. Donc, c'est de tester son modèle digital nomade. Et après, moi, je vais là-bas aussi pour voir mon petit frère et pour réaliser un des plus gros challenges mindset de ma vie. J'aime bien lier ça à l'entrepreneuriat. C'est que je vais faire un ultra trail là-bas. La diagonale des fous? C'est ça. Mais tu plaisantes. Mais j'aime bien dire ça, je fais le petit format. Donc, c'est seulement 70 km. Oh, tu vois. Et combien de dénivelé positif? C'est 4000 mètres de dénivelé, donc c'est ça va être intense. Mais pourquoi tu t'imposes ça? Et en fait, je m'impose ça parce que j'aime beaucoup le côté mental, en fait. C'est ça qui me plaît dans le trail. Moi, j'ai jamais été compète. Le sport, quand j'étais petit, c'était vraiment pas mon truc. Et j'ai découvert le trail il y a vraiment pas longtemps. Enfin, les puristes de trail, je pense qu'ils n'ont pas forcément la même pratique que moi, dans le sens où moi je suis pas un mec qui m'entraîne hyper fort, l'objectif c'est pas la performance, c'est vraiment c'est un travail avec moi-même. Et c'est ça que j'aime beaucoup, la nature, voir mon corps, comment il réagit, mon mental, jusqu'où j'arrive à aller. Donc là, la diagonale des fous, l'objectif c'est d'essayer, c'est même pas forcément d'aller au bout. C'est juste de voir comment survivre. Donc je vais voir comment ça se passe. Après je m'entraîne quand même un petit peu, mais j'ai pas de programme hyper précis. Et c'est quand ça? Ça, c'est le 12 octobre. De cette année? Ouais. Mais tu cours combien là en ce moment? Eh ben ça dépend. 3 kilomètres. Là, j'ai fait avant-hier, j'ai fait 7 kilomètres, mais après, en fait, ça dépend. Des fois, je me fais des semi-marathons, des fois, je me fais des plus ou moins grands. Et donc là, l'objectif, je suis en train de regarder pour faire ça. Fin août, je vais normalement courir un marathon dans mon jardin. Donc on verra quand ce podcast sera diffusé si j'ai réalisé ce challenge. Tu fais combien de tours? Eh bien, je dois le mesurer encore, mais je pense que ça fait à peu près, je pense pas que ça fait 500 mètres. Donc ça fait à peu près 90 tours, je pense. Non? Non, plus? Non, beaucoup plus, ouais. Enfin bon, je le calculerai, quoi. Si ça fait 500 mètres, déjà, ça fait 80... Si, c'est ça. 80. Ah, 500, bah oui, pas 50. Ouais, 90 tours. Ouais, okay. 90 tours. Donc, et donc, tu vas te filmer, bien sûr, en train de faire ça. Eh ben, c'est l'objectif, serait de faire un live, parce que j'ai jamais, en fait, si tu veux, le process de réflexion est quand même assez fort. C'est pareil, tu vois, c'est comme les podcasts, les lives et tout. J'ai trop envie d'en faire depuis longtemps, mais j'arrive pas à m'y mettre. Donc, il faut que je me mette un petit engagement dans la tête. Et donc, comme j'arrive pas à faire de live, je me dis, allez, je me fais un marathon, comme ça, il y a un petit truc à filmer. Et donc, en fait, le concept, on est encore en train de réfléchir, c'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un aussi sur LinkedIn qui, lui, a un projet de malade, c'est qu'il va traverser l'océan Atlantique à la nage.
Et le concept, c'est que moi, je vais faire un marathon dans le jardin et lui, il va faire genre 30 km à la nage dans la piscine. Enfin, bon, c'est ça l'idée, quoi. Oui, finalement, on n'est pas limité par l'espace dans lequel on se trouve. C'est juste une question de mental. C'est juste une question de mental. Et réaliser ses rêves, c'est pareil. C'est vrai. Pour revenir là où nous en étions, pardon. Et alors, donc, ok, le projet, il est un peu mieux défini, je vois plus clairement ce que c'est. Et donc là, tu t'es lancé récemment, c'est encore en train de se concrétiser. Est-ce que avant de te lancer, tu avais des peurs? Ouais, et puis j'en ai toujours, hein. J'en ai toujours un paquet. Moi, la grande peur qui me hante pas mal dans l'entrepreneuriat, plus ou moins conscient, ça va être le regard des autres, le jugement des autres par rapport à ce que je fais. Et en fait, c'est même plus profond que ça. Enfin, je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup trop la pression, quoi. Et donc, ça va être ça par rapport à, je pense, au jugement des autres, qu'est-ce que ça va donner, ce que je vais faire, des choses comme ça, quoi. Pourtant, à t'entendre, on n'a pas l'impression que tu sois très soucieux du regard des autres, parce que tu lances des initiatives qui sont, pour certains, qui pourraient paraître fantaisistes, en fait, qui sont très divers. C'est marrant de... Ouais, mais c'est paradoxal, hein, c'est très binaire. Oui. Il y a des moments pas du tout, des moments oui. Donc je pense que j'ai eu un peu ça, mais plus, je pense que ça a été quelque chose d'inconscient au début, quelque chose que je me disais que j'avais pas peur du regard des autres, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai fait en mode je m'en fous du regard des autres, mais que en fait cette peur-là, elle faisait que ça me paralysait ou ça m'empêchait, enfin ça faisait un peu un plafond de verre, des croyances limitantes par rapport à ça, tu vois, que même moi je ne voyais pas pourquoi. Et donc le fait de me dire mais peut-être que le regard des autres en fait c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise. Et donc là maintenant je travaille là-dessus en fait dès que je ressens ça, je me dis mais non Guillaume, tu t'en fous du regard des autres, pourquoi tu fais ça? Et du coup tu fonces dans le tas, tu trouves une nouvelle idée. Voilà, et tu vas et t'essayes. Et après en peur peur de pas y arriver, peur de pas avoir d'argent, de pas réussir à l'argent, ça a été vraiment un truc qui m'a beaucoup paralysé aussi, hein, de comment réussir à être autonome financièrement, à justement moi trouver des projets, il y a pas de problème. Je t'en fais autant que tu veux, mais comment tu trouves des projets qui te font de l'argent, comment tu fais tout ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup qui a été grand questionnement. Après, c'est peut-être un cliché, mais moi, j'aurais tendance à me dire, quand on a fait une école de commerce, normalement, on a appris à faire ce genre de choses, mais tu l'as pas ressenti comme ça? Ouais, non, mais moi, je l'ai pas fait, j'ai pas un parcours école de commerce. Jeune cadre dynamique? Non, pas jeune cadre dynamique. Mais, je pense que même, n'importe quel type de parcours, ça t'as toujours cette même peur, quoi. C'est pas, on t'apprend pas à avoir pas peur de l'argent. Tu vas. Ouais, je pense que entre apprendre à vendre, apprendre à avoir ta relation avec le marketing, le truc, tout ça soigne pas forcément ta relation à l'argent. Oui, après. Et après, ça. Tout le monde ne fait pas fortune en sortant d'une école de commerce. Voilà. C'est sûr, c'est un peu un cliché, c'est pour ça que je posais la question. Entre le moment où tu t'es dit que tu voulais partir sur une activité qui te permettrait d'être nomade et de gagner ta vie comme ça, et ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Déjà, non, pas du tout. Moi, je sors d'une année vraiment forte, puissante dans beaucoup de moyens de voir de différents aspects, quoi. Beaucoup de hauts et de bas. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un de comme ça, les roller coasters, quoi, comment on appelle ça, les montagnes russes. Les montagnes russes. Ça j'en ai eu vraiment des très très fortes. Et donc je pense que c'est vraiment ça que je savais pas, c'est qu'au début, quand on est dans le début des réalisations de ces choses-là, il y a des grands moments de plénitude, de paix, de hyper créatif, hyper tout ça, et des moments de down, dépression, d'une violence sans nom. Et donc ça, moi, ça a été très 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 violent cette année, avec vraiment des moments de dépression,
de tout remettre en question, de vraiment d'être dans le sombre très très fort, quoi. Et des moments comme aujourd'hui, donc ça va quand même plutôt bien. Et donc ouais, je m'attendais pas à que ce soit compliqué comme ça. Tout le monde dit l'entrepreneuriat c'est dur, c'est tout ça. Mais ouais, c'était chaud. Les moments où vraiment tu te lances et que tu sais pas du tout vers quoi tu vas, et dès que tu commences à tirer une corde, tu tires, tu mets toute ton énergie, puis quand tu arrives au bout, il y a rien au bout de la corde, et puis il faut revenir aller chercher une autre corde. Ça, c'était quand même assez long. Mais ouais, non, ça s'est pas exactement passé comme prévu, parce qu'en fait, moi, mon idéal, c'était j'ai mon application, je rentre, je la développe, et puis après je repars voyager avec, et puis ça me fait de l'argent, et puis la vie elle est belle, et je voyage avec ça. En fait, ça se passe pas du tout comme ça. J'ai développé mon appli, mais il y a encore 3 millions de problèmes, j'arrive pas du tout à faire d'argent avec ça, et puis elle marche pas exactement comme je veux, et puis machin, et puis je me retrouve encore à Toulouse. Mais au final, il y a eu des grands moments où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à Toulouse, alors que tout ce que je fais, c'est pas pour être là. Mais en fait, ça m'a permis de rencontrer plein de gens, j'ai organisé des événements. Enfin, en fait, j'ai du mal à répondre simplement à ta question, parce que même là, je sais pas comment ça va être la suite, et je sais pas qu'est-ce que j'avais prévu pour ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais c'est sûr qu'il y avait aucune chance que je m'attende à que ça se passe comme ça, quoi. Finalement, tu espères l'inespéré ou l'inattendu. Ouais, franchement. Mais on en parlait tout à l'heure. J'essaye de pas trop espérer, et de juste être dans le moment, et de faire confiance à la vie, et de voir ce qu'elle m'apporte. Et plus je suis comme ça, et plus ça marche bien, quoi. Et là, en ce moment, c'est bien aligné. Donc c'est chouette. Profite. Ouais. Et alors, par rapport à ton évolution, d'après toi, qu'est-ce qui a planté? Qu'est-ce qui a planté? Ouais, que tu espérais un peu se passer un peu mieux, et que ça a échoué, et voilà. Moi, il y a déjà l'organisation. Entre le début et maintenant, je reste pas le meilleur en organisation. Mais moi, ma spécialité, c'est que je me lance dans beaucoup de projets à la fois, avec une organisation discutable. Et donc ça, c'est compliqué. Et donc voilà, ce qui a amené pas mal d'échecs, c'est de pas avoir été hyper carré sur des choses qui, au final, j'ai perdu énormément de temps. Et mais pour moi, c'était inévitable. Tous ces trucs-là, moi, je prends beaucoup d'exemples sur Goulou et sur l'application que j'ai lancée. Et en fait, il y a franchement des trucs, j'ai perdu 1 an et demi, que j'aurais pu faire en vraiment 1 mois si j'étais bien organisé. Mais sauf que je suis obligé de passer 1 an sur. Enfin, pour moi, ça a été normal que je galère pendant 1 an. Je sais que je le referai plus comme ça. Et pour revenir un peu à l'expérience. Et maintenant, je sais comment faire. Donc je dirais que mes échecs sont fortement liés à des manques d'expérience, quoi. Ah, d'expérience, pas de formation. Ah non. Parce que, si tu veux, moi j'ai un bac +5. Et j'ai pas forcément l'impression que... Enfin, pour moi, c'est pas le fait qu'il y ait marqué +5 sur mon bac que ça a vraiment servi à quelque chose. Moi, mon bac +5, je l'ai appris parce que j'ai fait des expériences un peu partout et que c'était trop cool, mais je l'ai pas du tout appris les fesses sur une chaise. C'était une formation. Et en fait, les formations, après, on peut en faire... c'est toujours pareil, quoi. Tu fais un peu des expériences et là, tu te rends compte où est-ce que tu peux te former un peu plus pour justement masteriser ce petit truc. Et puis là, tu fais ta formation et du coup, cette compétence, elle est faite, quoi. Mmh. Donc finalement, l'échec, c'est lié au manque d'expérience, mais ça veut dire que ça se reproduira pas, ou tu pourras anticiper mieux pour une prochaine fois. Ouais, anticiper mieux, ouais, parce que les échecs, ça n'arrête pas. Évidemment. mais c'est bon aussi, quoi. Et c'est bon aussi. Par exemple, un énorme échec que j'ai fait cette année, c'est que j'ai enregistré un podcast à Paris. Je suis allé à Paris pour faire un studio d'enregistrement et tout. Un mec qui m'avait vendu ça, podcast sur les entrepreneurs. Le truc, je suis sorti du podcast en pleurant. Ah oui? Ah ouais, mais parce que, je sais pas, mais même ça, je sais pas trop comment, mais en mode,
mon mindset était pas bon, le mec me mettait de la pression, il me posait des questions. En fait, j'avais l'impression qu'il faisait tout pour me rabaisser dans les questions qu'il posait. Et en fait, j'ai pris du recul et je l'ai réécouté, je sais pas, 1 mois et demi après. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était juste des questions avec lesquelles j'étais pas en paix avec moi-même. Donc, le fait qu'il appuie dessus, donc lui, il appuyait un peu dessus, mais comme quelqu'un avec qui tu discutais. Et donc moi, pouf, ça m'a retourné le cerveau. Et donc, vraiment, c'est ça, être en paix avec soi-même et réussir à prendre du recul, à se mettre en face des trucs. Ok, ça, t'en es où avec ça? Donc moi, par exemple, le gros truc pour être concret, c'était comment tu gagnes de l'argent avec Goulou. C'est bien beau tous tes projets là, mais quand est-ce que tu vas te faire de l'argent? Et donc ça, il y avait Joker. Joker. Je ne réponds pas à cette Ouais, question. tu vois, donc tu brodes des trucs, tu fais des choses, mais en fait, il y a un moment, il faut vraiment que tu te poses. Bon, ben comment tu fais pour de vrai? Et c'est ok quoi. C'est ok si tu sais pas, mais arrête de faire semblant que tu sais tout quoi. Et alors, à contrario, de tout ce que tu as fait, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Bah, d'avoir sorti Goulou quand même. Franchement, ce truc, c'était un truc de fou quoi. Mais en fait, je peux dire juste sortir Goulou parce que ça englobe tellement de choses que tout ça, j'en suis hyper fier. Mais il y a plein de choses où je suis hyper fier d'avoir sorti Goulou. Je suis hyper fier de réussir à être freelance. Je suis hyper fier de faire ce podcast aujourd'hui. Je suis hyper fier d'avoir un camping-car, Moi, c'est ça aussi sur quoi je travaille. J'essaye d'être hyper fier de toutes les petites actions que j'arrive à mener à bout, quoi. Et franchement, je suis trop content parce que cette année, il y en a eu un paquet. Donc, si je peux parler au Guillaume d'il y a 3 mois, vas-y mec, accroche-toi, t'inquiète. Tu vas être fier de toi bientôt. Tu fais la transition parfaite avec ma prochaine question qui était quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas se lancer? Donc peut-être Guillaume d'il y a 3 mois ou 1 an. Ou quelqu'un qui voudrait réaliser son rêve mais qui n'arrive pas à sauter le pas. Moi, je dis un truc qui aide vachement, c'est d'en parler avec des gens qui font des trucs similaires. Parce que déjà, quand on est au début d'une réalisation de quelque chose, on a un peu ce truc égoïste où on a envie de se le garder pour soi et pas forcément de le partager aux autres. Franchement, faut partager et en fait, le partager, c'est un peu à double tranchant parce qu'il y a des gens qui vont essayer de casser votre rêve ou qui vont donc ça et les gens qui le cassent, bon, ok, on peut mettre de côté et passer à la suite. Mais surtout s'entourer des gens qui sont dans la même dynamique. Et donc moi, je savais que je voulais être digital nomade. C'était un bien grand mot mystérieux. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé digital nomade, j'ai appelé 15 digital nomades dans le monde entier et c'est trop bien. Ça m'a inspiré dans plein de choses. Et donc je pense que c'est pour moi une des clés, c'est de rencontrer des gens qui font des choses qui vous inspirent. Et là, ça ouvre des portes de fou. Et parce on a vachement de croyances limitantes sur tellement de sujets, c'est impossible de toutes les déconstruire. Mais d'aller dans un rêve, ça permet de justement les identifier et de pouvoir parler avec quelqu'un qui a déjà été dans ton step. Donc moi, je pourrais très bien dire un truc un peu bateau sur vas-y, réalise ton rêve, crois en toi et tout ça. Mais en fait, je pense que vraiment, c'est intéressant de se challenger en face de quelqu'un qui a déjà vécu un peu la même chose et qui peut... Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est vraiment une force que tu as de connecter avec les gens, quoi. Enfin, tu vois, t'as pas peur d'appeler 10-15 personnes que tu connais pas pour leur poser des questions. Alors, je refais le lien par rapport à moi. Et d'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à Jules sur le tout premier podcast que j'ai enregistré sur la tournée. Mais moi, j'ai peur de déranger. Et même si, tu vois, si je veux me lancer dans un projet qui me tient à cœur, donc je suis débutante, je connais pas toutes les infos, et en plus j'appelle des gens qui sont censés être des pros dans le domaine, mais j'ose pas les appeler. Ouais, moi, ce que je fais toujours, avant tout ça, avant n'importe quelle relation que je fais avec quelqu'un, c'est que je me mets à la place. Et je pars du principe que, je me mets à la place de la personne. Donc si par exemple c'est demander à quelqu'un qui fait un podcast, s'il peut m'envoyer un interview, je sais pas, s'il veut discuter avec moi, mais je me mets à sa place et j'essaie de trouver un truc dans lequel je suis bon ou dans quelque chose moi en fait j'adore transmettre, donc je pars du principe que les gens c'est pareil. C'est peut-être égoïste, mais ça marche comme ça et je vais me mettre à la place des gens et me dire ok, est-ce que si on me demande ça c'est ok, bon on y va quoi. Et qu'est-ce que tu risques à faire ça? Déranger, si tu déranges, la personne elle te le dira quoi. Pourquoi? Si tu déranges quelqu'un,
est-ce que tu crois que tu la déranges tellement qu'elle va accepter? Je pense pas. Non, c'est ce que disait Jules aussi. Hein. S'ils disent oui, c'est que ça les dérange. Bah voilà. Ouais. Bah, Jules, c'est pareil, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur, je crois que je l'ai rencontré que sur LinkedIn. LinkedIn aussi. Ouais. Franchement, si vous voulez rencontrer des gens, LinkedIn, c'est un truc de ouf. À chaque fois que j'en parle, les gens ils me disent mais what? T'arrives à rencontrer des gens n'importe où? Mais non, LinkedIn c'est hyper adapté pour ça. Mais je préciserai quand même que LinkedIn n'est pas un site de rencontre. Attention, non, c'est que c'est des rencontres. C'est ça qui est assez étrange. Je me disais ça justement. C'est ni des amis. Enfin, c'est un peu de l'amitié. C'est un mélange entre. C'est pas du tout de l'amour, mais c'est un peu professionnel, amitié. Et en fait, c'est fait une petite transition sur ce que je voulais dire aussi. Ce qui est fort dans LinkedIn, c'est que c'est un réseau de passionnés. Tous les gens qui ont un profil LinkedIn, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et en fait, parler de ses passions, ça dérange personne. Et donc, si toi, tu as envie de parler à quelqu'un et tu sais que c'est sa passion, c'est sûr qu'il aura un peu de temps à te donner. Donc, je pense que c'est une bonne clé pour commencer. Et oser. Oser, c'est le truc général que tout le monde va dire, mais oser, c'est la clé. Et comment toi, tu peux oser trouver des petits trucs qui te permettent d'oser de plus en plus. Voilà, quoi. Chacun son chemin là-dessus. Ouais, chacun son chemin, mais je pense que c'est une bonne guideline, tu vois, avoir c'est un peu, en fait, chacun trouver ses petites phrases, ses petits objectifs, ses grands termes, et puis après de les remettre en question avec les expériences qu'on a. Bon, ben, est-ce que là j'ai suffisamment osé? Est-ce que j'aurais pu plus oser, moins oser? Comment je me sens avec ça? Et comment je réussis à me challenger un peu plus, sans forcément aller courir 70 km sur une île où il fait 30 degrés. Non, mais c'est pas pour rien que ça s'appelle la diagonale des fous. Il y a que les fous qui font ça. Et alors, dernière question, question, ou en tout cas partie du podcast, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce qu'est Goulou, puisque je pense que c'est le projet principal? Et ben ouais, carrément, avec plaisir. Et ben l'idée de Goulou, donc comme vous l'avez compris, moi ce que j'aime dans la vie, c'est rencontrer des gens, voyager, et la troisième partie, c'est revoir des gens. Parce que je trouve qu'il y a un truc très beau qui se fait, c'est que c'est ça que je me suis rendu compte, c'est quand on rencontre des gens dans un endroit un peu extraordinaire, un peu unique. Donc c'est quelque chose qui se fait en voyage, mais qui se fait aussi en festival, qui se fait dans plein de lieux et d'univers différents. C'est ces rencontres-là, ces rencontres d'un instant, où on rencontre quelqu'un, on vit quelque chose de très fort. Après, on l'ajoute sur Instagram, sur WhatsApp, sur LinkedIn, sur Facebook. On fait un petit groupe, on se dit, putain, on vient de vivre un truc trop cool, ce serait trop cool qu'on essaye de se revoir. Et puis finalement, tous ces gens-là, on n'arrive pas trop à les revoir, quoi. On a plein de gens avec qui on promet, on va tous faire pour se revoir, mais on le fait jamais. Et en fait, ce qui nous empêche de revoir les gens, c'est pas qu'on prend pas des nouvelles, c'est qu'on sait pas où sont les gens. C'est que ce qui permet de voir quelqu'un, c'est d'être à côté de lui. Et donc, on n'a pas d'outils qui nous permettent de savoir qui est à côté de soi. Et donc, Goulou, c'est ça. C'est transformer ta liste de contacts, ta liste de contacts Facebook, Instagram, ce que tu veux, en une carte du monde où tu peux voir dans quelle ville sont les gens que tu as déjà rencontrés. Et donc, moi, le concept, c'est par exemple, je voyage beaucoup en stop. Et donc là, je pars en stop, je vais à Bordeaux. J'ouvre ma carte, je vois qui est à Bordeaux. Donc ça peut être aussi bien un pote que j'ai rencontré en Inde il y a 3 ans que Julie qui fait son podcast à Bordeaux, que quelqu'un qui habite à Bordeaux. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est d'avoir sa fiche, sa liste de contacts sous forme de carte. Et le gros côté innovant de ce réseau social, entre guillemets, c'est que pour ajouter quelqu'un sur cette carte, il faut l'avoir rencontré dans la vraie vie et prendre un selfie avec la personne. Et donc l'idée du selfie, c'est de dire on a partagé un moment, et pour se souvenir du moment, on aura un lieu, un visage, un moment, une émotion, et donc c'est ça qui nous relie avec la personne. Et donc vraiment l'idée c'est de dire, on n'a pas besoin d'avoir de fil d'actualité, d'avoir des nouvelles, de prendre des messages tout le temps. On a juste besoin de savoir si t'es à côté de moi quand je suis quelque part. Et si j'ai cette info, donc là dans 3 ans je vois Julie à Bordeaux, je me dis Julie, qui c'est cette Julie, parce que j'en connais 14 des Julie, et ben je clique sur son profil et là je vois le selfie qu'on a pris tous les deux dans le camping-car, et là je me dis ah ben ouais grave, donc ça peut être cool de se prendre un café. Et donc c'est ça l'idée première de Goulou, c'est d'aider les gens, j'appelle ça en français un facilitateur de revoyure.
C'est donner un outil pour aider les gens à se revoir. Et puis après, autour de ça, il y a plein d'idées qui émergent. Donc, de aussi développer, de mettre en avant des lieux du tourisme durable. Donc, si tu es entrepreneur, que tu arrives à Bordeaux, que tu vois Julie, que tu as envie de bosser avec elle, mais que tu sais pas où aller, bah, tu as un petit espace de coworking qui est référencé. Cet espace, c'est un espace qui a été, qui a toute une logique un peu éco-responsable, humaine. Et donc, en gros, en parallèle, je suis en train de développer tout un écosystème du tourisme durable autour de bars, de cafés, d'hôtels. Vraiment, il y a plein de choses qui tournent autour de ça. Et qui pourrait être disponible sur Goulou? Qui va être disponible sur Goulou, ouais. Génial. Et donc, on pourra voir les potes et des activités à faire avec ses potes, tout ça sur la même application. Et en fait, bon, ça, j'en parle pas énormément parce que l'objectif vraiment, c'est de simplifier tout ça et de faire une carte avec tes potes, des endroits où tu peux te retrouver. Et l'idée, en fait, c'est de faire le réseau social vraiment innovant où il n'y a pas de fil d'actualité, il n'y a pas de revente de données, il n'y a pas de followers, et il y a pas, tu vois, c'est un peu sortir de tous ces trucs-là. C'est juste une carte, un chat, et puis on y va, quoi. C'est cool. Voilà. C'est une sacrée philosophie, en tout cas. Ouais, sacré projet à mettre en place, et ce qui est chouette, et ce que je conseille aussi, dernier truc, c'est qu'il faut rien faire tout seul, quoi. Arrêter d'essayer de faire des trucs tout seul. Et donc ça m'a permis de rencontrer un paquet de gens. Il y a plein de gens qui font des trucs similaires avec lesquels on va pouvoir greffer des choses. Et enfin c'est hyper fun. C'est hyper fun de pouvoir faire tout ça. Et pour garder le fun, il faut pas faire que ça parce qu'après ça devient. Enfin c'est trouver un peu un équilibre de tout ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai toutes mes activités. C'est le business model de Goulou en fait. Ça permet de nourrir Goulou. Ça permet de nourrir un peu mes idées. Et puis après on arrive à trouver quelque chose qui alimente tout ça, quoi. C'est une espèce de galaxie là qui gravite autour de toi. C'est ça. Ok. Je préfère galaxie que empire parce qu'il y en a qui disent empire. Non, je suis une galaxie. Plus tard l'empire, c'est quand tu seras multimillionnaire. Ouais, bon ça. C'est pas l'objectif en tout cas. Non, j'ai bien compris. L'objectif c'est les gens. Voilà. Les relations humaines. Eh ben écoute. Je te remercie pour cet échange fort riche. Je suis contente qu'on ait enfin pu enregistrer le podcast. Ouais, carrément. Depuis le temps qu'on en parlait. Je te souhaite tout le meilleur et toute la réussite possible dans tous tes projets. Trop bien. Et ben écoute, maintenant on a un selfie, donc on va pouvoir se revoir n'importe où. C'est vrai. Maintenant j'ai Goulou, ça fonctionne. Yes. Et puis après, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre sur Instagram Goulou App. Et puis si vous avez écouté ce podcast, vous pouvez m'envoyer un petit message. Puis comme ça, je viendrai vous voir en stop et puis on prendra un selfie et puis comme ça, on sera sur Goulou, quoi. Et voilà. Alors, a priori, plutôt à la Réunion. Ouais, bah, ça dépend la date. Mais après, je suis nomade. Hein. Ça peut se faire. Tout se fait. Tu vas où le vent te porte. Et ben, merci. C'était cool. Je te dis salut. Salut. Merci beaucoup.